Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode d'Ultra Mental, le premier podcast entièrement dédié à la préparation mentale dans l'univers du trail running. Dans chaque épisode, plongez dans des conversations inspirantes pour décoder de nouveaux outils et des astuces pour transformer votre approche du sport mais aussi de votre quotidien. Chaque semaine, je vous invite à partager un moment unique avec des experts, des préparateurs mentaux, des athlètes, mais aussi des passionnés comme vous et moi. Bref, que vous soyez coureur amateur ou ultra-trailer aguerri, vous êtes au bon endroit pour commencer à cultiver un mental d'acier. Alors bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maxime Reiss. Bonjour Maxime. Salut Pierre. J'espère Salut. déjà que j'ai pas écorché ton nom. Tu t'es bien débrouillé. Non, J'ai entendu bien pire. bon, c'est bon. Donc, tu es préparateur mental. Tu accompagnes des sportifs de haut niveau, notamment dans le trail et dans l'ultra. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours et surtout nous expliquer comment tu t'es amené à devenir le prépa mental que tu es aujourd'hui? Bah oui, je vais essayer d'être synthétique. Je m'appelle Maxime Reiss, d'origine alsacienne. Je suis né dans un petit village près de Strasbourg en 86, donc j'ai 38 ans. Je suis marié, j'ai deux filles. Je vis dans le Var depuis une vingtaine d'années. Et donc, comme tu l'as dit, je suis préparateur mental pour les sportifs. J'ai créé Anima Performance il y a bientôt 3 ans. Ça fera 3 ans à l'été prochain. Donc c'est une deuxième carrière pour moi. J'ai été ingénieur sur les Grands Prix moto pendant 12 ans. Donc, j'avais un travail technique qui consistait à trouver des solutions techniques avec de l'électronique, avec des problèmes mécaniques. Mais en même temps, j'étais un des interlocuteurs du pilote et ça m'a fait finalement vivre pendant 12 ans des aventures avec déjà des sportifs de haut niveau. Et puis je me suis évidemment passionné pour ce travail. Et puis vers la fin de ce parcours, je me suis passionné toujours pour la dimension plus mentale et émotionnelle de la performance du pilote. C'est parti même d'une certaine frustration parce que je passais de nombreuses heures à essayer de trouver des solutions techniques, trouver un dixième par-ci, un dixième par-là, trouver un peu de performance pour mon pilote, pour me rendre compte que souvent cette performance, elle se trouvait ailleurs. Euh, Elle se trouvait dans ce que je faisais, mais aussi ailleurs. Et ça, c'est un constat qui m'a passionné. Et puis, à un moment donné de mon parcours est arrivée la question de faire autre chose. Et j'ai décidé de me former à la préparation mentale des sportifs. Donc, je suis retourné à l'université pour apprendre la préparation mentale des sportifs. Donc, pour ceux qui s'intéressent aux différentes formations, j'ai fait un diplôme universitaire à l'université STAPS de Clermont-Ferrand, qui est une des formations, la formation la plus ancienne en la matière, puisqu'elle a plus de 20 ans maintenant, si je dis pas de bêtises. Et puis j'ai poursuivi ce parcours de formation par un parcours complet dans la PNL, la programmation neurolinguistique, et aussi plein d'autres disciplines que j'ai ajoutées par la suite. Donc je te disais, j'ai créé Anima Performance il y a 2 ans et demi. Et donc aujourd'hui, environ un tiers de mon activité, comme tu l'as mentionné, elle est dédiée à l'accompagnement des trailers, des ultra-trailers. Et c'est un des domaines qui me passionne et que j'adore développer. Quand tu dis un tiers de l'activité, ça veut dire que les deux autres tiers, c'est d'autres sportifs ou c'est va être d'autres cœurs de métier? C'est toujours la préparation mentale des sportifs, c'est mon activité à plein temps. Les deux autres tiers, c'est un tiers va être dédié actuellement à l'accompagnement toujours des pilotes moto, donc un domaine où je réactive et mon expérience des grands prix et donc tout l'aspect préparation mentale, gestion émotionnelle. Et puis le dernier tiers, ça va être une zone un peu multisport où il y a une assez grande variété de disciplines. Il y a aussi des entrepreneurs maintenant et des étudiants. Et j'adore faire des ponts entre les différents projets, faire en sorte qu'ils se nourrissent les uns les autres. Donc voilà, pour l'instant, c'est un bel équilibre. Ouais, ça fait partie d'une des questions que je voulais te poser aussi. J'avais entendu que tu faisais évidemment pas que du trail. Tu as été assez reconnu dans le trail pour avoir coaché notamment Hugo Deck, qui est assez connu et qui fait partie de l'élite française. Donc forcément, ça parle tout de suite. Mais pas que. Et justement, ce pont dont tu parles entre les différentes disciplines, euh, comment tu t'en nourris justement pour pouvoir retranscrire ça à tes coachés?
on va dire, entre un pilote moto qui va avoir, ben, on l'imagine, d'autres biais dans sa tête, d'autres écueils à surmonter, notamment le risque, qui est très important, le risque pour sa vie. Alors que, bon, un trailer, normalement, il ne doit pas trop risquer sa vie, je dis bien normalement. Euh, Comment tu fais ce pont, justement, entre les disciplines? Là, c'est un des domaines qui me passionne le plus dans ce métier. C'est des choses qui se font vraiment naturellement. Parce qu'au final, en fait, quand tu descends un peu dans la pyramide de fonctionnement de l'athlète, ben, en fait, on est tous des humains. On a tous des fonctionnements similaires. Donc, en fait, ça va vraiment différer évidemment d'une personne à l'autre. On va aborder les choses différemment d'une personne à l'autre. Mais on revient souvent sur des socles communs. C'est marrant que tu mentionnes le pilote moto et le trailer. Par exemple, si tu veux un exemple pratique, je mettrais au milieu, par exemple, un jeune boxeur que j'accompagne. Dans les trois, par exemple, il y a la notion d'engagement. Et la notion d'engagement physique en particulier, il y a beaucoup de trailers qui font appel à moi parce que ils perdent du temps en descente. Ils sont hyper bien préparés techniquement, physiquement aussi. Ils ont la sensation de pas exploiter leur plein potentiel. Mais par contre, le facteur limitant, ça va être la capacité de s'engager pleinement dans la descente avec le bon niveau de relâchement. Et pas toujours, mais parfois c'est aussi lié à un événement traumatique, par exemple une blessure, une mauvaise chute, etc. C'est des choses qui vont venir s'inscrire dans le cerveau et qui vont empêcher l'athlète de s'engager pleinement. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver vachement dans le sport moto, évidemment, où ben, le parcours d'un pilote, c'est jalonné de chutes, parfois il se fait mal, et où l'engagement, en fait, la capacité à s'engager pleinement, à rentrer à tombeau ouvert dans les virages, bah, conditionne beaucoup la performance. Et puis pareil, par exemple, pour un boxeur qui lui aussi bah, met son intégrité physique en jeu, quand il monte sur le ring, il est face à quelqu'un qui bah, parfois a pour mission de le mettre KO. Et donc, on va retrouver des similitudes, même si évidemment, on imagine que le trailer met pas en danger sa vie, il y a cette notion d'engagement. Donc là, il y a l'engagement physique, et puis après, il y a l'engagement émotionnel aussi. Il y a le risque, entre guillemets, pour certains de perdre ou de se planter ou pour le trailer d'exploser avant l'heure. Et, euh, et donc ça aussi, ça va venir conditionner son niveau d'engagement, sa capacité à mettre toutes ses ressources dans la bataille. En fait, ouais, c'est le même mécanisme que ce soit pour sur une chute grave ou comme tout ce que tu viens de dire, c'est le même mécanisme plus ou moins qui se met en place dans le cerveau. C'est-à-dire, j'ai eu un mauvais souvenir, enfin, il y a eu un marquage un peu traumatisant. Bah, évidemment, quand je chute en trail dans une descente, même si je vais un peu vite, c'est moins violent qu'en vélo normalement. On le voit bien d'ailleurs avec les cyclistes du Tour de France, quand il y en a un qui chute fort, avant de revenir fort en descente, ça prend un peu de temps quand même, parce que là, ils descendent à 100, 110 à l'heure avec un petit lycra. Voilà. Le pilote moto, pareil, etc. Mais par contre, ça déclenche les mêmes choses dans les zones du cerveau. Cette réaction de, oulala, attention. Là, j'ai eu un mauvais souvenir, je mets le frein à main et... Pour moi, j'essaie toujours d'être prudent dans l'idée que les choses se déclenchent de la même manière d'une personne à l'autre. Je pense que c'est très différent d'une personne à l'autre. Mais dans le cas d'un traumatisme, on peut imaginer qu'il y a des similitudes. C'est marrant que tu mentionnes, par exemple, le cycliste, le motard. En fait, souvent, la manière dont ça va s'inscrire dans le cerveau, donc ça va générer, par exemple, un blocage, en fait, c'est pas proportionnel à la violence de l'accident, parfois. C'est-à-dire que parfois, pour un pilote moto, il va faire une chute incroyable à 300 l'heure, mais quelque part, sa compétence, elle n'a pas été remise en question. Et par exemple, il a compris qu'il a fait une erreur ou bien il a glissé sur une plaque d'eau ou n'importe. Et puis, parfois, on est étonné, il se relève du bac, il remonte sur sa machine et il repart, quoi. L'adrénaline aidant. Et puis, parfois, il y a des chutes à basse vitesse, simplement qu'il comprend pas ou bien, voilà, qui vont vraiment s'intégrer dans l'expérience, dans le cerveau. Et ça va venir impacter son corps en premier lieu et ce qui se passe pour lui. Et c'est la même chose pour tous les sports. Et ça, ouais, et ça, bah, c'est impressionnant parce que tu arrives on va dire, faut arriver à détecter justement qu'est-ce qui a été j'allais dire le déclencheur. Là, on va peut-être rentrer un peu trop dans la psychologie, mais quelqu'un peut venir te voir, pour reprendre l'exemple du trailer, en disant, je descends mal parce que je me suis foulé la cheville une fois et j'ai pas envie de me la retourner. Ouais.
Peut-être que le problème est ailleurs, mais bon, ça c'est peut-être autre chose, quelque chose qui s'est engrammé peut-être dans sa tête avant, mais j'imagine que peut-être c'est quelque chose que tu vas voir au fil des séances ou en questionnant l'athlète. Bien sûr, ça passe par le questionnement. En fait, on explore, toujours avec de la curiosité, avec de la bienveillance. Et puis, quand le cadre est favorable, on arrive vite à comprendre ce qui se passe en général. En fait, cette question, elle m'a fait penser à Jonathan Moncani dont on a parlé. C'est un athlète que tu as coaché, que j'ai reçu dans le podcast. Et normalement, si je fais les choses correctement, son interview passera juste avant la tienne. Jonathan vient de voir pour un sujet et finalement, il ressort avec autre chose. Je, le, je le- je le dis comme ça un peu de manière rigolote, mais c'est là où je veux venir sur le questionnement. Jonathan venait de voir avec l'idée de se rentrer dedans dans ses courses, d'être de se mettre plus minable, de vraiment aller se faire mal. Et finalement, il ressort de chez toi avec plus d'amour pour lui et plus de douceur. Je te- L'idée, quand un athlète arrive avec une idée, déjà, bien sûr, il arrive souvent avec une idée et avec un objectif précis. Pour moi, l'objectif, c'est de créer la meilleure expérience possible pour l'athlète. Donc, la première chose que je vais faire avec lui, c'est déjà d'explorer son objectif et de comprendre qu'est-ce qui le motive là-dedans. Par exemple, tu prends le cas de Jonathan, ben, j'aimerais pouvoir me rentrer dedans, etc., etc. Qu'est-ce qui te motive là-dedans? Peut-être qu'on a pu découvrir d'autres choses qui justifiaient en fait cette demande. Et en fait, ce qu'on veut nourrir là, finalement, c'est pas la stratégie pour y arriver, c'est le besoin initial. Et on s'est peut-être rendu compte que pour nourrir le besoin initial, bah, il y avait d'autres voies qui étaient encore plus puissantes et encore plus intéressantes à explorer que l'idée initiale. Donc c'est un peu ça l'idée. Ouais, mais c'est ça qui est hyper intéressant. Et là, on arrive au niveau de relâchement, justement. Quand c'était, pour finir sur le sujet de Jonathan, c'était plutôt dans le relâchement que dans la tension qu'il allait aller chercher sa performance. Et ce relâchement, cette fluidité, ça revient à ce qu'on entend beaucoup, beaucoup en ce moment, l'état de flow. Donc, l'état de flow, tous les 4 matins, à en croire les réseaux, il y a des états de flow. C'est quoi? Comment tu définirais l'état de flow? Alors moi, j'ai une vision très personnelle de tout ça. J'ai fait comme beaucoup de gens qui étudient la préparation mentale. J'ai lu tous les bouquins qui en parlent, les techniques qui y mènent, etc., etc. Quand on étudie vraiment l'expérience des athlètes qui l'atteignent, c'est quelque chose de relativement rare dans une carrière. Et puis aussi, c'est un peu comme une savonnette, plus on essaie de l'attraper, en tout cas quand on n'a pas vraiment une approche très structurée, bah, plus on essaie de l'attraper et moins on l'a. Déjà, je pense que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et pour moi, l'état de flow, je le vois quand je regarde ma petite fille de 6 ans qui joue avec ses poupées. C'est-à-dire que, en fait, c'est un état du cerveau où tu es complètement immergé dans l'instant présent. Il y a une bonne distribution des défis, c'est-à-dire que c'est comme un enfant, il se crée des challenges qui sont juste parfaitement placés par rapport à son sentiment de compétence. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique. Il y a la perte de la notion du temps. Il y a tout plein de caractéristiques en fait qui se rapportent à un enfant qui joue, un jeune enfant qui joue. Ensuite, j'ai des athlètes qui m'ont contacté parce qu'ils s'intéressaient à parce que parfois ils ont déjà expérimenté des états s'y approchant et ils voudraient pouvoir revivre ça ou bien mieux comprendre comment ça fonctionne. Et effectivement, il y a des facteurs qui permettent de favoriser, qui permettent de construire, on va dire, le cadre pour atteindre le flow. Moi, aujourd'hui, j'ai pas la baguette magique qui fait que, à demande, on y entre. Et d'ailleurs, je sais pas si ça existe. Et puis, je sais pas si c'est vraiment bien aussi que ça existe. Parce que finalement, bah, c'est aussi un peu la magie du sport, c'est de pouvoir expérimenter ponctuellement, voilà, des états de performance extraordinaires, des états émotionnels extraordinaires. Et je trouve que ça fait partie un petit peu de la magie du truc. Bah, c'est vrai que quand c'est humain quand on l'a vécu une fois ou en tout cas ou même quand on l'a pas vécu mais qu'on a lu certains témoignages, ça donne envie, clairement. Donc c'est un peu humain de se dire j'ai envie de trouver ça. Je parlais dans le
tout premier épisode qui était introductif au podcast d'un athlète vosgien bien connu des trailers qui s'appelle Stéphane Brognard. Et il raconte très bien son état de flow qu'il a vécu à un UTMB 2014. Et, et en fait, voilà, il dit, il s'est passé 22 heures en flow parfait. Perte de notion de temps, perte de notion de la difficulté. Vraiment, il sait pas ce qui se passe autour de lui. Il court, il est bien, il est heureux pendant 22 heures. Et à 10 bornes de l'arrivée, il y a un encouragement d'un spectateur qui lui arrive aux oreilles, alors qu'il en avait eu peut-être 100, 200, 300 avant ça, qui lui dit bah, vas-y, super, c'est bientôt l'arrivée, donne tout, derrière ça revient fort. Bon, bref, il l'encourage, quoi. Exactement. Et ça, ça lui est rentré dans la tête, ça lui a fait sortir de son état parce qu'il a commencé à penser à d'autres choses. C'est l'arrivée, il a parcouru 160 km, il y a des gens qui reviennent derrière lui, machin, et il a dit, j'ai vécu l'enfer sur cette dernière heure, tout faisait mal, d'un coup, comme ça, claquant des doigts, tout a fait mal, le mental était à l'envers, le corps a mal lâché, c'était horrible. Bon, finalement, il arrive très très bien, parce qu'il restait plus beaucoup de temps, mais C'est ça. ça, c'est une belle image de ce que ça peut être, et quand ça tombe, c'est comme un château de cartes, quoi. C'est... Et disons que pour les trailers qui nous écoutent, il y a des solutions qui vont passer par, voilà, comment dire, c'est très complet. On va regarder beaucoup de facteurs et on va essayer de tous les mettre en place. Mais contrairement à ce que ça peut paraître, ça passe pas par le contrôle en fait. Donc c'est vraiment un nouveau mode de fonctionnement, c'est un vrai apprentissage et on peut favoriser l'atteinte du flow, mais ça passe pas par, on va dire, les voies classiques qu'on apprend parfois depuis l'enfance, quoi. Ouais, c'est pas des choses qui sont intuitives, on va dire. Comme tu as dit, intuitif, ça veut dire que c'est ce qu'on a appris depuis toujours. Et des fois, ça marche pas aussi, ça marche pas comme ça. Je faisais mention de Jonathan. C'est un coureur très talentueux, non seulement par ses capacités physiques, évidemment, mais aussi parce que c'est quelqu'un, je pense, qui peut maîtriser aujourd'hui de l'intérieur ce genre de notion. Ça ne veut pas dire qu'il va toujours être parfait, et ça ne veut pas dire que dès qu'il met ses baskets, en fait, il court en état de flow. Mais ça veut dire qu'il a quand même cette capacité de s'en rapprocher avec beaucoup de facilité. Tu coaches plutôt des athlètes sur courte distance. Enfin, courte, ça veut plus rien dire parce que des fois, j'entends des gens qui disent je fais du court, ils courent 60 km. Mais sur du trail ultra ou toute distance? C'est intéressant cette question de savoir c'est quoi du cours aujourd'hui. Hmm. Pour répondre à ta question, il y a toutes les distances. C'est-à-dire que j'ai des coureurs qui sont même sur des formats plus athlétiques ou plus course en montagne sur 10, 15 km. Ensuite, beaucoup de coureurs amateurs, ils sont sur format plutôt maratrail, 45, 50 km. Et ensuite, un bon tiers de ma clientèle qui prépare des objectifs sur plus ultra, donc à partir de 80, 100 km et 100 M, donc aux alentours de 170 km. Est-ce que quand on parle de distance, moi je pense que serait plus judicieux de parler de temps parce que moi si je fais l'UTMB demain, je vais mettre 40 heures, si tout se passe bien peut-être, et 40 heures, c'est ce que feraient, j'en sais rien, les élites pour faire 250 km. Donc pareil, bah, c'est des gens qui ont pas le même niveau que moi, avec un 80 km, ils peuvent déjà passer une vingtaine d'heures dehors, ce qui est le temps d'un ultra classique pour un élite. Parce que bon, certains élites font la Western States en 14 heures pour faire 170 km. Donc ouais, c'est surtout ça, ouais, je pense le point qu'il faut retenir sur plus que de la distance. C'est quoi les spécificités de ces distances par rapport à ce qu'on te demande? Ouais, Eh alors ben, non, par rapport, on va dire, si on va schématiser court, moyen, ultra, on va dire, voilà, trail court, maratrail et plus de 100 km. Est-ce qu'il y a des grandes spécificités sur les demandes qu'on vient de voir pour l'accompagnement? alors, les demandes, elles sont hyper variées selon les personnes. Donc, je vais pas mettre forcément de cases. Sur les courses plus courtes, disons qu'il y a un niveau d'exposition qui est plus élevé. Il y a une prise de risque qui est plus élevée. Donc, parfois, c'est des personnes qui sont plus à la recherche d'intensité. Sur les longues distances, parfois les demandes elles sont plus liées à la résilience.
C'est-à-dire comment est-ce que je peux atteindre un état de performance et y demeurer, et surtout quand j'en sors, comment je peux faire pour y revenir. Parce que voilà. Tu mentionnais les durées, bah, t'as vraiment raison de le faire parce que je pense que c'est pas du tout la même expérience. Par exemple, Joe Moncani, il a terminé son UTMB en moins de 23 heures. Et cette année, j'ai accompagné une personne sur le Grand Raid, la Diagonale des Fous, il a terminé en 51 heures. Donc, il a passé 2 nuits dehors. Donc, pour répondre à ta question, plus l'intensité, la capacité de, par exemple, la gestion de la douleur, l'engagement en descente sur des formats courts. Par exemple, pour un coureur de 10 000 ou un coureur de 3 000 mètres steeple, on va être vraiment là-dedans aussi. Engagement, prise de risque, gestion de la douleur. Moi, je vais avoir une approche qui est assez inspirée de la pleine conscience. Et après, sur long format, il y a beaucoup, beaucoup de demandes différentes. Ça va être, comme je te disais, pas mal lié à la résilience, aussi lié à la stabilité dans la stratégie. C'est-à-dire trouver la zone qui te permet émotionnellement d'avoir une stratégie et de t'y tenir, entre guillemets. Ouais, Donc, surtout comment s'y tenir. voilà, c'est ça, parce que on va identifier, en fait, toute une sorte une série de ce qu'on appelle des drivers, c'est-à-dire des facteurs psychologiques, émotionnels, qui vont moduler tes comportements. Typiquement, ça va te faire ralentir ou accélérer alors que c'était pas vraiment le plan. Et donc, évidemment, ça peut impacter ta course. Donc, il y a des gens qui, pour le long, en fait, qui sont à la recherche de cette stabilité émotionnelle, de comprendre un peu comment ils fonctionnent, quels sont leurs drivers, pour pouvoir simplement les neutraliser et finalement faire la course que eux, ils ont envie de faire. Et bah, du coup, tu as des outils pour ça, et je veux rebondir sur ce que tu dis sur le long. Bah, la spécificité du long, c'est que c'est long, hein, ça c'est dans le titre. Et justement, on a plus tendance à pouvoir sortir de sa stratégie parce qu'il y a encore plus de facteurs externes qui vont rentrer en ligne de compte. C'est quoi tes outils? Peut-être pas tous les citer, hein, mais les plus fréquemment utilisés, justement, comment tu fais pour travailler ça avec un athlète, garder sa stratégie, se recentrer sur soi, pas sur ce qu'il maîtrise lui, et pas se laisser avoir par les éléments extérieurs, que ce soit la concurrence, le mauvais temps ou autre chose. Comme tu dis, en fait, tu as, ce grand concept, l'idée, c'est se recentrer sur soi. En fait, c'est comme si tu voulais rester, on va dire, à l'intérieur d'une cible, mais qu'en fait, il y a plein de facteurs, en particulier des facteurs inconscients, donc des choses sur lesquelles tu n'as pas vraiment de pouvoir, tu n'as pas vraiment de prise de décision, en fait, qui vont te faire sortir de cette cible-là. Donc la première chose déjà, c'est de progresser sur la connaissance de soi, de comprendre en fait dans l'analyse de tes courses et de ce qui marche bien, de ce qui marche moins bien, bah, les facteurs qui te font sortir. Et puis ensuite, une fois que tu les as bien identifiés, bah, voir en quoi c'est un problème et voir s'il existe des stratégies pour ou rester au centre de la cible ou bien y revenir quand tu es sorti, une fois de plus. D'outils, comme tu dis, il y en a plein et je ne vais pas faire une liste technique, mais si tu veux, une chose précise, c'est d'apprendre à travailler, à retravailler avec son corps. Il y a beaucoup de gens en fait qui sont dissociés de leur corps pendant qu'ils courent et qui sont dissociés des signaux qu'il envoie. Et surtout en fait qui vont développer une très forte sensibilité inconsciente aux signaux qu'il envoie. Donc en fait qui vont évoluer beaucoup dans la peur, qui vont évoluer beaucoup dans le doute dès qu'ils reçoivent certains signaux. Ils en ont pas forcément conscience et tous ces émotions-là, elles vont générer des comportements qui vont pas forcément servir leur expérience ou leur performance. Voilà. Donc finalement, c'est de pouvoir prendre conscience de tout ça et puis c'est de travailler aussi sur le système nerveux, par exemple, qui est une interface magnifique entre le corps et l'esprit. Voilà, faire tout ce qu'on peut pour obtenir cette stabilité. Donc, on va travailler évidemment sur l'aspect cognitif, mais plus que ça, on va travailler sur la sphère émotionnelle et sur le corps. Et ça, tu le travailles autant avec ton coaché en rendez-vous, on va dire posé derrière son ordi ou face à toi, que sur des courses de préparation, qu'à l'entraînement? Comment ça se déroule? Exactement. En fait, il va toujours y avoir trois sphères d'entraînement. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en route vers un objectif et on va essayer de générer un feedback, c'est-à-dire qu'on va aller tester des choses, on va essayer de trouver de l'information pour pouvoir s'appuyer là-dessus, un petit peu comme si on montait une échelle, et on va s'appuyer sur l'information pour faire les progrès d'après.
Et en fait, ces progrès, ils se font dans trois sphères différentes. Le premier, c'est à la maison. Donc, on va s'entraîner à mettre en place des techniques à la maison ou à être attentif à de nouvelles choses à la maison. Donc, dans un cadre qui est confortable, où il n'y a pas d'enjeu, où voilà, on est en maîtrise des choses. Donc, c'est hyper important, cette première étape. Ensuite, on va décliner ça à l'entraînement. Donc là, on est basket au pied, on est en train de courir, on est en train de monter, on est en train de descendre, mais toujours en fait dans un environnement relativement maîtrisé, sans enjeu. Et ensuite, la troisième catégorie, quelque part, c'est le juge de paix, c'est celle qui va nous donner le plus d'informations. Ben, ça va être en compétition, donc avec un dossard sur le ventre, avec deux sous-catégories là-dedans. On va dire les répétitions générales, c'est-à-dire les courses de préparation, et puis la grand-messe, en général, un athlète qui vient pour faire un accompagnement de quelques mois, il a un objectif en tête, il a une course en tête, c'est sa course de la saison, ou pour les pros, bah, il va avoir deux, trois courses importantes dans la saison. Et finalement, c'est ces courses-là qui vont nous donner bah, les informations finales sur ce qui a bien marché, sur ce qui a moins bien marché, sur les prochains axes de progrès. Ouais, donc c'est évolutif. Enfin, quelque part, comme tu disais, tu pars de la maison d'un socle confortable pour aller petit à petit implémenter ça dans l'environnement final, quoi. En fait, pour moi, dans ma vision de la préparation mentale, on acquiert vraiment des nouvelles compétences. Ces compétences, elles s'acquièrent dans l'action et dans l'entraînement. Donc, en fait, l'idée, c'est pas, tiens, ah ouais, j'ai compris. En fait, ça se passerait au niveau de la tête. Ah, j'ai compris. Et puis, je mets le dossard et puis, boum, je claque des doigts et tout se passe comme ça, quoi. Ah ouais, si je fais qu'une séance de PNL avec toi, j'irai pas faire top 10 à l'UTMB, quoi. Il peut se passer plein de choses en une séance. Il peut y avoir plein de prises de conscience. Mais en fait, c'est comme toute discipline. En fait, les choses, elles s'acquièrent vraiment quand elles s'inscrivent à l'intérieur du corps, quand elles deviennent inconscientes, quand elles deviennent naturelles. Et ça, bah, il faut du temps, il faut de la pratique. Et surtout, il faut de la patience et de la progressivité dans l'implémentation. C'est pour ça que tu as toujours ces trois sphères, la maison, l'entraînement, la compétition. C'est très clair. On parlait d'outils. J'ai vu sur tes réseaux et je t'ai déjà entendu parler pas mal de cohérence cardiaque. Alors, on en entend aussi beaucoup parler. Comment tu pourrais définir ça assez rapidement et dans quel but surtout? Alors pour moi, c'est un domaine qui me passionne parce que justement, c'est un moyen de réguler énormément de choses dans la sphère émotionnelle, de travailler de manière hyper efficace sans rentrer dans le mental justement. Donc c'est un très bon complément à tout le travail qu'on peut faire sur les croyances, sur l'aspect plus cognitif. En fait, la cohérence cardiaque et de manière plus générale la théorie polyvagale, donc l'étude du système nerveux et en particulier de la communication entre le cœur et le cerveau. L'idée générale, c'est d'apprendre à réguler son système nerveux. Donc, en fait, le système nerveux, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les nerfs et en particulier le système nerveux autonome qu'on pourrait aussi appeler le système nerveux automatique. C'est-à-dire tous les éléments de ton système nerveux qui conditionnent tout ce que tu contrôles pas par ton mental, par ta volonté. La respiration, la digestion, toutes ces choses-là en font Donc, partie. on peut imaginer que tout ça, ça va avoir une influence énorme sur tes ressentis, sur tes comportements. Et ce qui est génial, c'est que bah, on se dit c'est automatique. Donc si ça va dans le bien, bah, c'est bien. Si ça va dans le mal, ça va dans le mal. Et finalement, t'as pas beaucoup de, si t'es pas bien entraîné, t'as pas vraiment beaucoup de ressources pour te sortir de là. Donc pour moi, c'est une façon de travailler qui est assez somatique, donc basée sur le corps. Et c'est génial parce qu'en fait, on s'évite beaucoup de complexité à passer par des processus cognitifs, des prises de conscience, etc. En sachant que, dans ma vision, en fait, ce système nerveux et le cœur commandent au cerveau. C'est-à-dire que c'est comme quand tu as un litige avec ton opérateur téléphonique, à un moment donné, quand ça va trop loin, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je veux parler au patron. Tu veux parler au décideur. Et ben, pour moi, dans ma vision de la préparation mentale, c'est pareil. Même si, dans notre culture, en fait, le cerveau, c'est noble, c'est le maître et tout, en réalité, le cerveau, c'est une formidable machine à mettre du sens sur des états internes. Donc, finalement, si toi, ton système nerveux, il innerve tous tes organes, donc il y a plusieurs états qui sont plus ou moins favorables à la performance. Si tu es énervé dans un état, par exemple, de freeze ou de fight or flight, c'est-à-dire ces deux états qui peuvent être néfastes pour la performance,
toute ta sphère cognitive, tes pensées, ta manière d'organiser tes idées, ta manière de raisonner, etc., va être influencée par ça parce qu'en fait, ton cerveau va simplement mettre du sens sur ce que tu es en train de ressentir. Et souvent, tu ressens ça de manière inconsciente. Donc, en fait, tu n'as pas de pouvoir là-dessus. Ça veut dire qu'en fait, si tu apprends à réguler simplement ton système nerveux, bah, toute ton écologie de pensée, déjà, elle va devenir plus saine, plus calme, plus neutre. On parlait tout à l'heure d'engagement, de relâchement, c'est pareil, ça va toucher ces sphères-là. C'est pour ça que c'est un domaine qui me passionne et que je continue d'étudier régulièrement. Oui, mais ça fait un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment une question. C'est ce qui me passionne déjà parce que j'observe de moi-même quand je fais une course. Tu mets en place des choses au calme, à la maison, confortable. Et quand il se passe des choses pendant la course, ton système nerveux, il oublie tout, quoi. Enfin, ou en grande partie, il peut tout oublier surtout. Tu peux arriver, je prends l'exemple du ravitaillement, souvent. Si tu es en retard sur tes temps, machin, tu arrives au ravito, t'es dans un tunnel dans ta tête, quoi. Tu prends des trucs, tu sais pas trop ce que tu fais. Pour changer ta chaussette, il te faut 10 minutes. Tu oublies une flasque parce que t'es pas dans un état normal, on va dire. Parce que voilà, tu es dans un état d'effort. Et comment justement, et du coup, ce que je comprends, bah, c'est par cette cohérence cardiaque, notamment, bien sûr, il n'y a pas que, tu peux retrouver ces zones on va dire, de cohérence, justement, avec ton cerveau, ton corps, et pas se laisser prendre par, je sais pas, l'enjeu, les émotions, les facteurs externes. Si tu apprends à réguler ton système nerveux, tu es dans un état de performance. En particulier, bah, si tu arrives à faire entrer ton cœur en cohérence de manière agile, souple, facilement, parce que tu es entraîné, et ben, ça va avoir une grosse influence sur tes pensées du moment. Donc ça peut te sortir de beaucoup de difficultés. Et tu mentionnais les ravitaillements, etc. Ben, ça peut te redonner de la clarté, de la lucidité, du calme dans des situations où il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu vois. Oui, c'est maintenant que les courses sont filmées, enfin surtout les plus grosses. On peut s'amuser à regarder justement des athlètes qui sont complètement clairs dans leurs idées, dans leurs pensées. Ça se voit, c'est sur le visage, c'est dans les yeux. Les gestes sont posés. Ça va vite, mais c'est jamais très pressé. Et Ouais. l'inverse, on peut voir un athlète un peu qui a perdu le fil et qui est en train d'un peu déraper dans sa tête. Et c'est brouillon et c'est bien à observer, quoi. Au moins, la médiatisation peut nous aider avec ça, quoi. Imagine, c'est un peu comme un iceberg. La partie visible, ça va être toutes ces pensées, toute cette activité cognitive cérébrale. En fait, la partie cachée, elle est dans ton corps. Tu vois? Donc en fait, si dans ton corps, c'est des réactions de stress, si ton système nerveux, il est dans un état d'urgence, ben, cette partie cachée, elle va influencer vachement l'activité dans ton cerveau. Donc si toi, tu peux travailler sur la partie qui n'est pas visible de l'iceberg, c'est-à-dire que tu travailles sur le corps, en particulier ce système nerveux, et ben, tout sera beaucoup plus clair pour travailler dans la tête. De la même manière, tu peux faire un super travail cognitif, faire des protocoles de PNL incroyables, tout ça. Si tu travailles sur une personne qui est juste en réaction de stress, est-ce que ça va pouvoir avoir un effet intéressant pour la personne? De la même manière, j'ai vu, tu avais pas mal parlé enfin, de l'esprit du débutant. L'esprit du débutant, pareil, hein, on dit toujours faut retrouver cet esprit joueur du début. Alors, ouais, on est d'accord avec ça. Pourquoi? Première question, c'est préférable de retrouver cet esprit du débutant et comment? Pour moi, l'esprit du débutant, en fait, c'est lié au plaisir intrinsèque de l'action. Savoir, c'est revenir en fait aux fondamentaux. Et ça, on revient par exemple à l'enfance, c'est le fait de pouvoir découvrir les choses et redécouvrir les choses. Et surtout, redécouvrir comment ces choses, elles nous nourrissent en fait. C'est des questions qui peuvent se poser pour des athlètes de haut niveau, par exemple, qui ont atteint un certain niveau, qui commencent à avoir des enjeux médiatiques, des enjeux de contrat, etc. Quand il y a des nouvelles préoccupations qui rentrent. Se poser la question, en fait, comment ça me nourrit ce que je suis en train de faire, moi en tant que personne, avec les besoins que j'ai moi. Qu'est-ce qui est superflu là-dedans et comment est-ce que je reviens à cet essentiel-là? En fait, quand tu cultives cet esprit du débutant, c'est aussi remettre tes baskets et retrouver les plaisirs simples, quoi. D'avoir un rayon de soleil, d'avoir de l'air frais, ça revient aussi je reviens aussi beaucoup aux choses sensorielles finalement. Moi, c'est ma vision, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la curiosité. C'est le fait que pour moi, la curiosité, c'est le contraire de la peur. C'est-à-dire que
quel que soit ce que tu vis, que ce soit confortable, que ce soit pas confortable, même si tu ressens de la peur, en fait, tant que tu l'abordes avec de la curiosité, et j'ai envie de dire aussi de la bienveillance, donc ça va avec cet esprit du débutant, c'est l'idée de découvrir les choses avec un regard neuf. Si tu es capable d'observer les choses de cette manière-là, eh ben, ton expérience, elle est complètement transformée. Oui, mais comment? Simplement, chacun à sa manière, en fait, en abordant les choses avec cet esprit du débutant, ça va parler. En fait, ces quelques mots, ils vont parler à chacun d'une manière différente. La question, c'était plutôt comment tu travailles ça avec ton coaché. Enfin, je pense que tout le monde doit être d'accord. J'aimerais bien, mais surtout l'athlète, comme tu disais, tu prenais cet exemple, je le reprends aussi. L'athlète qui commence à performer, qui a d'autres soucis, on va dire, un peu plus externes, de contrat ou autre. Oui, oui, il va dire, bah, bien sûr, j'aimerais bien retrouver l'esprit du débutant quand je vais courir. Mais là, j'arrive à l'UTMB, j'ai foiré, ma saison était plutôt mauvaise et je sais que mon contrat, il va se jouer sur cette course. Si je devais travailler ça avec toi, si toi, tu avais ce problème-là, déjà, on essaierait de retrouver l'esprit du débutant, comme je t'ai dit, dans les trois sphères, déjà chez toi, à l'entraînement, avant de se projeter à l'UTMB. Parce que si tu veux, c'est des mécanismes nouveaux qu'il va falloir que tu mettes en place. Et puis, après, il faut bien savoir que ta manière de vivre ça et d'implémenter ça, elle va être totalement différente de celle d'autres personnes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'explorer ensemble. On va questionner comment ça se passe pour toi. Déjà, ce que ça veut dire pour toi. Qu'est-ce que ça va être pour toi d'évoluer avec cet esprit du débutant? Qu'est-ce que ça va t'amener? Et puis, comment tu vas faire concrètement pour y aller? Donc, toutes ces questions-là, on va se les poser. En fait, au final de ce processus, tu vas sortir avec un plan d'action concret à mettre en place chez toi, dans les actions du quotidien, quand tu cherches tes enfants à l'école, quand tu fais la vaisselle, quand tu prends ta douche, quand tu manges, puis à l'entraînement avec les baskets aux pieds, avec l'espoir en fait de pouvoir créer un cadre qui va te permettre de déployer ces compétences-là à l'UTMB avec toutes ces notions d'enjeu que tu as mentionnées. C'est une course que j'ai raté les courses précédentes, c'est la seule course que j'ai pour me rattraper, il y a mes sponsors qui sont là, etc., etc., etc. Donc là, en fait, si tu veux, tu changes de cadre. Et l'enjeu, c'est de pouvoir reproduire les techniques que tu as développées à l'entraînement. C'est pas facile, hein. Bah, ça se travaille. C'est comme l'entraînement physique. Exactement. Euh, alors là, j'ai une question, c'est la question personnelle, parce que bon, j'aime bien me mettre dans la peau d'un mec qui fait top 10 à l'UTMB, mais bon, pour l'instant, je n'y suis pas. Donc, qu'est-ce que tu dirais du coup à un athlète amateur, genre moi, qui est très anxieux avant les courses, qui est très excité et anxieux en même temps, et avant les départs de ses courses, et les 2, 3 jours avant, sachant qu'il ne joue strictement rien, il ne joue pas devant, il ne joue pas une place, tu vois, il va jouer dans les 200e, quelque chose comme ça. Voilà, il est anxieux, il est stressé, et pourtant tout va bien. Qu'est-ce que tu dirais à un athlète comme ça, un amateur? Je lui dirais de m'appeler, Bonne réponse. de venir passer un peu de temps avec moi. Et puis voilà, moi, j'ai pas la prétention d'avoir des phrases magiques qui vont solutionner les choses. Je te dirais que il existe des solutions. J'explorerai avec toi, en fait, ce que tu veux atteindre, comment tu te vois, toi, au départ de la course. Et puis, je tracerai le chemin qui te convient à toi pour passer de l'état où tu es maintenant à l'état que tu as envie d'atteindre. Ce chemin-là, il sera original. Et c'est un processus, quoi. En aucun cas, c'est une phrase magique, ou encore moins des conseils, ou un truc qu'on enverrait comme ça à l'emporte-pièce. Après, une direction, en fait, dans tous les cas porteuse et intéressante, peut-être pour des personnes qui se reconnaissent dans ce que tu as dit, c'est de travailler sur la régulation de son système nerveux. C'est déjà une bonne base. Par exemple, des exercices de cohérence cardiaque, c'est vraiment bien. Allez, ça, c'était le petit tips gratuit de l'épisode. Merci, Maxime. Ok, ok. Non, bah, parfait. Parfait, parfait. Mais c'est vrai que on parle souvent des élites, tout ça, parce que la lumière est sur eux, la médiatisation aussi. Mais bah, dans toutes les courses de quartier, les courses locales, c'est assez impressionnant de voir que tout le monde est stressé, quoi. Tout le monde a cette part de stress. Tu vas voir les copains, alors t'es comment? Ah, je me suis blessé, j'ai un tendon qui coince, je sais pas si je vais. Et tout le monde y va de sa petite phrase, de sa petite excuse, parce que c'est un pare-feu, quoi. C'est trop rigolo, quoi. Et en fait, je crois entendre chez toi que tu mets ça en rapport, par exemple, avec leur niveau de performance. Et en Oui, ça fait, peut, effectivement. pour moi, quel que soit le niveau, en fait, l'enjeu, il est le même. Chaque personne, en fait, elle a une histoire. Pour certaines, elles reviennent de loin et elles travaillent dur, en fait, pour la performance qu'ils essaient de produire.
Donc en fait, c'est pas parce que ton objectif, c'est pas d'être top 10 à l'UTMB que il n'y a pas d'enjeu à l'intérieur de toi. C'est des enjeux émotionnels. On est d'accord que c'est pas ça qui va conditionner, par exemple, une grosse somme d'argent ou un contrat de sponsoring ou voilà. Mais en fait, c'est exactement les mêmes leviers, c'est les mêmes mécanismes. D'une personne qui s'entraîne toute l'année parce qu'il rêve de finir le grand raid, et évidemment, il y a des choses, il ressent des choses sur la ligne de départ. Et c'est pour ça que ce boulot, il est génial. Parce que accompagner un athlète international ou un amateur, en fait, ça a la même valeur. Ouais, c'est parfait. Tu vois, je voulais te poser une question au début, mais finalement, on a dévié. C'était ça, en fait. La différence entre coacher un amateur et un élite, est-ce qu'il y avait vraiment des différences? Évidemment, il y en a. On va pas faire des grandes. Mais bon, pour tirer des grandes généralités, là, tu viens de répondre parfaitement à ça. On a pas mal fait le tour. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? J'ai passé un super bon moment. On a fait plaisir de pouvoir te partager en quelques minutes ma vision de ce que je fais, de partager ma passion. Ouais, bah écoute, non, mais c'est top justement de recevoir des personnes de profils différents, de backgrounds différents. Et je finirai avec quelque chose que Jonathan me disait, mon Cani, par rapport à ce que tu lui avais dit justement, quand je lui ai demandé projet 2025, du coup, et il m'a parlé de la Diag, si tout allait bien. Comme la Diag, c'est en fin de saison, en général, on met toujours du petit conditionnel devant la Diag. Et en gros, je lui disais, ben, du coup, la recette, est-ce qu'on applique la même recette? Et justement, ben, il m'a dit, bah oui, maintenant, j'ai les ingrédients, mais la recette sera jamais la même. C'est une phrase que je dis souvent à mes athlètes. Ça revient souvent. Ouais. Donc, je suis super heureux qu'il l'ait mentionné. Ça veut dire que ça l'a marqué aussi. Bah oui, et c'est marquant, et c'est pour ça que je le répète, parce que on a aussi souvent entendu des athlètes réussir une année ou réussir un objectif avec un plan et vouloir refaire la même chose l'année d'après, et ça marche pas. Exactement. C'est vraiment avoir développé la confiance, cultiver la confiance que tu as les ingrédients pour inventer un truc génial, mais aussi lâcher prise sur le fait que ça sera pas la même recette. Donc en fait, il faut que tu fasses c'est un peu une métaphore de cuisine, mais moi je trouve que ça parle bien. Les ingrédients, tu les as gagnés à force de travail et tout, et ça clairement, Jonathan, il a des compétences incroyables. Et je pense qu'il a conscience aujourd'hui qu'il a tout pour refaire une diag extrêmement solide, en tout cas sur le plan mental, émotionnel, mais ce sera pas la même recette qu'à l'UTMB. S'il calque ce qu'il a fait à l'UTMB, il y a des chances qu'à certains moments, ça soit en décalage par rapport à sa réalité. On va terminer avec cette métaphore culinaire parfaite. Écoute Maxime, je te remercie, j'ai passé un super moment avec toi. Merci pour ton temps et je te souhaite tout le meilleur dans la continuité et tout le meilleur pour tes athlètes et tes coachés. Pareil pour toi, je te souhaite une très belle continuation pour ton podcast, pour tes projets, et puis je te remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Avec plaisir, à très bientôt Maxime. À bientôt, au revoir. Cet épisode touche à sa fin, j'espère sincèrement que celui-ci vous a inspiré ou même apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant et retrouvez-nous sur Instagram pour suivre l'actualité du podcast et être acteur de son évolution. A très vite dans un prochain épisode d'Ultra Mental.